Arcturus, une énorme étoile rouge. Elle est en train d'exploser de l'intérieur. La mer rouge de plasma à sa surface pulse rageusement. Cette étoile brûle tout ce qui s'approche d'elle, et tout d'un coup, pouf, Arcturus a disparu. Mais au même moment, elle réapparaît au centre de notre système solaire, remplaçant le Soleil. Ce que nous voyons dans le ciel n'est plus un petit point jaune, mais une boule rouge géante. Elle est 25 fois plus large et 30% plus lourde que le Soleil. Même si Arcturus est un peu plus froide, c'est toujours un cauchemar total pour la Terre. La distance entre notre planète et l'étoile est maintenant 25 fois moins grande. Toute l'eau des océans et des rivières commence à s'évaporer. Ce qui était autrefois des forêts tropicales se transforme rapidement en un désert sans vie. Néanmoins, les couchers et les levées de soleil sont maintenant incroyables. Imagine-toi sur le toit de l'Empire State Building en train de regarder le lever de soleil. D'abord, tu vois la lumière au-dessus de l'horizon. Elle t'aveugle presque, car Arcturus est 110 fois plus brillante que le soleil. Puis l'étoile grimpe progressivement au-dessus de la surface. Le point épais sur l'horizon devient de plus en plus large. Il continue de grandir jusqu'à ce que l'étoile rouge occupe tout ton champ de vision. Arcturus est maintenant si proche que tu peux même voir des tempêtes de plasma chaud à sa surface. Il y a des éruptions régulières et des éjections de masse. D'énormes quantités de matière sont éjectées de la surface de l'étoile à des vitesses pouvant atteindre 2000 km par seconde. La matière prend la forme d'une boucle attachée à l'étoile aux deux extrémités. Il faut porter une combinaison spatiale très sophistiquée pour pouvoir observer un tel lever de soleil. La vie sur Terre a cessé d'exister il y a longtemps dans ces conditions. Et cela va empirer avec le temps. Car tous les 8 jours, la brillance d'Arcturus augmente. Bientôt, notre planète ressemblera davantage à Vénus. Cette dernière est si proche du Soleil que la température élevée y rend toute vie impossible. Bon, laissons notre planète refroidir un peu et mettons maintenant Proxima Centauri au centre de notre système solaire. Ce n'est pas une géante rouge mais une naine rouge. Cette étoile est presque 7 fois plus petite que le Soleil et presque 9 fois plus légère. Maintenant, nos océans et nos rivières ne s'évaporent pas mais gèlent. Les forêts et les jungles sont couvertes de neige. Dans environ une semaine, il n'y aura plus un seul endroit sur Terre où la température sera supérieure à 0. Même les plantes qui sont habituées au froid cesseront d'exister. Elles se nourrissent principalement de l'énergie du soleil. Maintenant, elles commenceront à mourir de faim. Mais il y aura toujours de l'eau en profondeur sous la couche de glace. Elle sera chauffée par le noyau chaud de notre planète. Les micro-organismes pourront y survivre. Il fait désormais beaucoup plus sombre sur Terre, comme un crépuscule sans fin. Oh, et nous pouvons à peine voir la Lune. Il se trouve qu'elle ne produit pas sa propre lumière, mais reflète celle du Soleil. Avec Proxima Centauri à la place, la Lune va perdre sa luminosité. Mais un problème encore plus important est celui de notre orbite. Le Soleil a une certaine force gravitationnelle qui nous maintient juste dans la zone habitable agréable où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La gravité de Proxima Centauri est beaucoup plus faible. Et la Terre s'éloigne donc lentement de l'étoile. Nous courons maintenant le risque de rencontrer des astéroïdes volants dans l'espace ou même aussi d'autres planètes. Mais le pire scénario est que Proxima Centauri ne soit tout simplement pas capable de retenir notre planète et que nous dérivions lentement vers le vide intersidéral. Tu peux alors oublier toute forme de vie ici. Mettons maintenant Sirius au centre de notre système solaire. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Elle n'est que 70% plus grosse que le Soleil, mais presque 2 fois plus chaude. Sa lueur n'est donc pas seulement brillante, elle grésille. Et sa lumière n'est pas jaune, mais quelque part entre le bleu et le blanc. Tu ne pourrais pas sortir sans lunettes de soleil. De toute façon, tu ne voudrais pas marcher dans les rues où l'asphalte est en train de fondre. Tu pourrais littéralement faire frire des œufs sur le trottoir. Même si bien sûr, à ce moment-là, toute vie sur Terre a disparu depuis longtemps. Mais ce n'est pas seulement à cause de la température. Sirius émet d'énormes quantités de radiation. Notre atmosphère sert de bouclier contre le Soleil. Mais dans le cas de Sirius, ce bouclier ne serait pas suffisant. Bon, maintenant, pourquoi ne pas imaginer une hypothèse encore plus loufoque et nous fabriquer un système à double étoile? Il s'agit de 2 étoiles qui tournent autour d'un centre commun. Et voilà notre Terre, saine et sauve. Tout dépend de la taille et de la luminosité des étoiles. Ces 2-là ne sont pas trop grosses et elles émettent autant de lumière que notre Soleil,
Tout ce qui compte pour nous, c'est que notre planète se trouve dans la zone de sécurité du système à double étoile. Au lever du soleil, tu vois d'abord une étoile apparaître sous l'horizon. Puis quelques minutes plus tard, l'autre. Le seul problème est que cette beauté pourrait bientôt exploser avec une force énorme. Dans les systèmes binaires, l'une des étoiles est toujours plus lourde que sa partenaire. Tôt ou tard, elle commence à arracher de la matière à la plus petite étoile. Et petit à petit, la plus grosse étoile mange sa voisine. Ensuite, la grande sœur peut atteindre une masse critique et exploser. Cette explosion serait aussi forte qu'une supernova. Elle détruirait l'ensemble de notre système solaire. La lumière de cette explosion serait visible à des centaines d'années-lumière. Après cela, il y aurait une énorme nébuleuse à la place de notre système stellaire, composée de la poussière d'étoiles et des particules qui restent de notre monde. Faisons maintenant une hypothèse complètement folle. Un trou noir au centre de notre système solaire. Nous connaissons les trous noirs comme des objets effrayants et mystérieux qui avalent tout ce qui les entoure. Mais même autour d'un trou noir, il y a une zone habitable. Il suffit d'être assez loin pour qu'il ne t'entraîne pas dans ton abîme noir. Mercure et Vénus seront trop proches du trou noir. Alors très probablement, elles seront réduites en morceaux qui se dirigeront ensuite vers l'horizon des événements. C'est le dernier arrêt avant d'atteindre la singularité, le cœur du trou noir. Il a deux problèmes majeurs, la lumière et le temps. Le trou noir attire la lumière au lieu d'en émettre. La Terre deviendra donc rapidement sombre et froide. Et le temps passe plus lentement autour des objets lourds. Près d'un trou noir, une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois dans l'espace. Nous ne sentirons pas cette différence, mais l'univers entier autour de nous se développera plus rapidement par rapport à nous. Tout objet peut devenir un trou noir s'il est comprimé à une certaine taille. Par exemple, le Soleil peut en devenir un s'il est réduit à une largeur de 6 km. La Terre aussi. Si tu la comprimes à une largeur de 1,8 cm, elle devient un trou noir. Il y a maintenant un petit rocher qui se cache au centre de notre système solaire. C'est une étoile à neutrons. Elle fait environ 30 km de large. Certaines météorites sont bien plus grosses que ça, mais elle a une masse comparable à celle du Soleil. Sa force gravitationnelle est donc à peu près la même et l'orbite de notre planète est intacte. Mais le problème est que les étoiles à neutrons n'émettent pratiquement aucune lumière visible. C'est donc la nuit permanente sur Terre. Pourtant, il fait très chaud ici. Lorsqu'une étoile à neutrons naît, elle peut être d'abord plusieurs fois plus chaude que le Soleil, mais elle se refroidit rapidement pour atteindre la température à laquelle nous sommes habitués. Il y a donc une chance que toute la vie sur Terre n'ait pas encore été brûlée. Un autre problème est qu'elle tourne rapidement et peut devenir un pulsar. Un peu comme un puissant projecteur sur les deux côtés d'une étoile en rotation. Les étoiles à neutrons éjectent aussi des rayons à des vitesses énormes. Ces rayons rendront notre planète littéralement stérile. Aucune forme de vie ne serait capable d'exister dans ces conditions. Et maintenant, c'est l'heure de la plus grande étoile connue, Stephenson 2-18. Cette géante rouge est 2150 fois plus grande que le Soleil. Et si nous la plaçons au centre de notre système solaire, son bord se trouvera sur l'orbite de Saturne. Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter sont donc déjà avalés par l'énorme étoile. Saturne, Uranus et Neptune sont en train de griller comme des châtaignes sur le feu et vont bientôt s'évaporer. En fait, cela pourrait aussi arriver à notre Soleil. Plus il vieillit, plus il devient rouge et gros. Il finira par être à court de combustible, l'hydrogène, et il commencera à brûler des éléments plus lourds dans son noyau. Cela conduira à sa dilatation. Nous verrons alors de plus beaux couchers et levées de soleil. Mais la température deviendra trop élevée. En théorie, le Soleil deviendra si gros qu'il avalera la Terre. Et ensuite, il explosera en supernova, ne laissant rien de notre système solaire derrière lui. Brillant. T'es-tu déjà demandé ce que cela donnerait si toutes les planètes de notre système solaire avaient la même taille que la Terre? Il est temps de nous plonger dans ce scénario époustouflant. Imaginons ce à quoi ressemblerait chaque planète si elle était aussi grande que notre chère planète bleue. Le paysage rouge et stérile de Mars deviendrait-il soudain une oasis verdoyante? La géante gazeuse Jupiter disparaîtrait-elle tout simplement? Et quel en serait l'impact sur notre système solaire dans son ensemble? Serions-nous tous condamnés? Attachez vos ceintures et voyons ce qu'il en est. La première planète sur notre liste est Mercure.
c'est la plus petite planète de notre système solaire. Oublie maintenant la petite Mercure qui est comparable à une simple lune. Imagine-toi plutôt à la surface d'un brasier perpétuellement incandescent. Il y a plein de cratères et de volcans actifs autour de toi. Et juste en face, un énorme soleil aveuglant. Quel cauchemar! Mais décortiquons ces changements. Si la taille de Mercure augmentait, sa masse et sa gravité augmenteraient de même. Dans ce cas, il est possible que Mercure ait davantage d'atmosphère. Les températures sur Mercure sont extrêmes, non seulement parce qu'elle est très proche du Soleil, mais aussi à cause de son atmosphère très fine. Ainsi, pendant la journée, les températures atteignent les 430 degrés Celsius, et la nuit, il fait un froid terrible, pouvant atteindre moins 180 degrés Celsius. Mais à présent que sa gravité est plus forte, Mercure pourrait avoir une atmosphère bien plus dense. Ainsi, la chaleur serait mieux répartie sur la planète. L'atmosphère n'est pas la seule chose qui puisse rendre la planète plus chaude. Si Mercure devenait plus massive, son réchauffement interne serait probablement accru en raison de la compression due à la gravité. Et hypothétiquement, son activité tectonique pourrait également s'intensifier. En d'autres termes, des paysages plus intéressants, des montagnes plus nombreuses et des volcans actifs encore plus effrayants. Félicitations, tu as transformé Mercure en une Vénus 2.0. Pour nous, tous ces changements ne seraient guère plus agréables. Il deviendrait beaucoup plus difficile d'y envoyer nos engins spatiaux. Il vaut donc mieux que Mercure reste telle qu'elle est, petite, calme et ennuyeuse. En gros, tout le contraire de notre prochaine étape, Vénus. Qu'arriverait-il à Vénus si elle était de la taille de la Terre? Eh bien, à vrai dire, rien. Elle ne changerait pas du tout. Tout simplement parce que Vénus a déjà presque la même taille que notre planète. On l'appelle même la jumelle de la Terre, même si jumelle est un bien grand mot. En réalité, nous ne pourrions pas être plus différents. Vénus est souvent surnommée l'étoile du matin, parce qu'elle est très brillante et visible dans notre ciel. Mais ne te laisse pas abuser par sa beauté. Cette planète est l'un des endroits les plus inhospitaliers de notre système solaire. Sa surface est plus chaude qu'une pizza sortie du four, soit environ 482 degrés Celsius, et elle est recouverte d'épais nuages d'acide sulfurique qui dissoudraient tout humain tenté de la visiter. Hélas donc, tu n'es pas prêt de t'y rendre. Passons maintenant à une planète qui, contrairement à Vénus, pourrait potentiellement devenir notre nouveau foyer, Mars. Imagine-toi à la surface de la planète rouge, à regarder le coucher de soleil bleu et à humer une brise rafraîchissante. Oui, tu as bien entendu, de l'air. De plus, tu pourrais être entouré de plantes et d'animaux et avoir l'impression de te trouver sur Terre. Mais comment est-ce possible? Une planète Mars plus grande aurait un champ magnétique et une gravité d'autant plus fort. L'atmosphère y serait donc plus riche et plus dense. Elle contiendrait probablement une plus grande quantité de gaz, y compris de l'oxygène. Ne serait-ce pas génial? En outre, une atmosphère plus dense pourrait répartir la chaleur sur l'ensemble de la planète. Mars pourrait alors devenir beaucoup plus chaude et bien plus confortable. Et voici le changement le plus important, de l'eau liquide. Mars possède de l'eau gelée aux pôles et dans les réservoirs souterrains. Mais avec une gravité plus forte, elle pourrait potentiellement maintenir de l'eau à l'état liquide à sa surface. Chouette alors! Mais il y a un hic. La nouvelle Mars aurait également un tempérament explosif. Elle est déjà géologiquement active, mais sa chaleur et sa pression interne monteraient en flèche. Cela signifie des éruptions volcaniques plus fréquentes et bien plus impressionnantes. Imagine à quel point il serait excitant d'assister à de telles éruptions sur une autre planète. Enfin, si tu parviens à échapper aux conséquences. De façon générale, la planète pourrait devenir plus verte et plus luxuriante, mais elle n'en serait pas plus sûre pour autant. Enfin, ce serait quand même formidable d'y assister. Mais il est temps de passer aux géantes de notre système solaire. Et si nous avons déjà agrandi des planètes, il est maintenant temps de les compresser vraiment, vraiment fort. Si Jupiter devenait 11 fois plus petite, quel désastre ce serait! La première chose que l'on remarquerait, c'est un changement de gravité. Et je dis bien que nous le remarquerions, car nous n'aurions plus d'autre choix que d'émigrer ailleurs. Jupiter subit entre 30 et 100 collisions de gros astéroïdes tous les ans. Tout cela en raison de sa forte gravité, qui les attire tous à elle et nous protège. Mais notre grande sœur protectrice s'est transformée en un petit bébé joufflu. Dis bonjour à toute une bande d'astéroïdes. Oh, et dis adieu à Jupiter. Cette planète est connue pour son atmosphère épaisse et tourbillonnante.
Mais avec une attraction gravitationnelle beaucoup plus faible, Jupiter aurait probablement bien du mal à la retenir. Au fil du temps, elle s'échapperait donc lentement dans l'espace, laissant derrière elle une fine atmosphère composée principalement d'azote et d'oxygène. Nous devrons également faire nos adieux à l'apparence emblématique d'une autre géante, Saturne. La différence la plus notable sera la disparition de ses célèbres anneaux. Constitués de petites particules de glace et de roche, les anneaux sont une caractéristique unique de Saturne. Mais avec une gravité semblable à la Terre, ils s'abattraient sur la planète ou se disperseraient dans l'espace. C'est bien dommage. Saturne est également une géante gazeuse, tout comme Jupiter. Son atmosphère est composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Mais si elle était de la taille de la Terre, ces gaz se trouveraient comprimés en raison de la gravité accrue. Cela la rendrait beaucoup plus dense. Cela signifie que la taille et la forme de Saturne changeraient. En théorie, si nous pressons fortement Saturne, elle pourrait devenir une naine brune. Il s'agit d'un type d'étoile manquée, qui n'a pas la masse nécessaire pour entretenir une fusion nucléaire, mais qui émet de la chaleur et de la lumière. Saturne pourrait donc cesser d'être une planète. Le temps qu'il y fait changerait aussi probablement. Toutes ces tempêtes démentielles, comme la fameuse tempête hexagonale qui fait rage au pôle Nord, deviendraient plus calmes et beaucoup plus faibles. La géante suivante est Uranus. Essayons de comprimer cette pauvre planète. Tout d'abord, la gravité à la surface d'Uranus serait beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Son atmosphère pourrait également changer. Si Uranus était plus petite, elle pourrait présenter une atmosphère plus fine et des gaz différents. Cette planète est plutôt froide, avec une température moyenne de moins 214 degrés Celsius. Mais si elle avait la taille de la Terre, elle pourrait se réchauffer un peu, en raison d'un rapport de volume réduit en comparaison de sa surface. Mais ne te réjouis pas trop vite, il y ferait encore bien plus froid que dans les endroits les plus glacés de notre planète. Comme tu peux le constater, les géantes gazeuses n'endurent pas facilement un tel rétrécissement, sauf peut-être l'une d'entre elles. Étonnamment, la petite Neptune deviendrait beaucoup plus sympathique. Tout d'abord, il s'agirait probablement d'une planète rocheuse, dotée d'une minuscule atmosphère. Fini la géante gazeuse, place à une planète où il est plus facile de vivre et de se déplacer, pour les animaux comme pour les humains. Et en parlant de se déplacer, en raison de sa petite taille, la gravité sur cette nouvelle Neptune serait presque la même que celle de la Terre, ce qui faciliterait grandement la marche et le saut. Plus besoin de flotter dans l'espace. L'atmosphère de la Neptune originelle est si épaisse qu'on peut à peine y distinguer sa main devant son visage. Et la pression de surface y est environ 100 fois supérieure à celle de l'atmosphère terrestre. Mais notre nouvelle Neptune serait très différente, avec une atmosphère beaucoup plus fine et bien moins dense. Elle contiendrait encore du méthane, de l'eau et de l'ammoniac, mais beaucoup moins qu'avant. Enfin, la température. La Neptune actuelle est glaciale, avec une température moyenne d'environ moins 223 degrés Celsius. Mais si elle avait la même taille que la Terre, elle serait probablement beaucoup plus chaude, tout comme Uranus. Ah, voilà qui est mieux. Quelle planète ce serait pour nous? Et voilà pour les changements planétaires. Mais qu'arriverait-il à l'ensemble du système solaire si nous rendions toutes les planètes aussi petites? Il est difficile de le prédire, mais il semble clair que leur gravité et leurs orbites pourraient changer considérablement. Il est peu probable que l'une d'entre elles s'envole au loin dans l'espace ou s'écrase contre sa voisine, ou un truc du genre. Mais beaucoup de leurs orbites deviendraient probablement très instables. Et le nombre de collisions avec des astéroïdes augmenterait considérablement. Bien sûr, tout ceci n'est que pure spéculation. Ce n'est pas comme si nous pouvions vraiment expérimenter tout cela. Mais c'est tout de même un exercice de pensée très intéressant. Et cela permet de se rendre compte à quel point notre système solaire est unique et spécial. Imaginez un monde où le paysage rouge et stérile de Mars est transformé en un verger luxuriant et verdoyant. Un monde où l'eau coule librement, sculptant des canyons et créant des lacs et des océans. Pouvons-nous créer un tel monde en apportant de l'eau terrienne sur Mars? Ne vous précipitez pas pour dire non. Explorons cette possibilité. Bien, disons que nous pourrions magiquement transporter toute l'eau de la Terre vers Mars. Cette cargaison immense serait une folie en termes d'ingénierie et de logistique. Alors, comment ferions-nous? Sachez tout d'abord qu'il s'agirait de millions et de millions de litres d'eau, ce qui n'est pas une mince affaire. Il nous faudrait des réservoirs d'une capacité incroyable pour contenir tout ça. Et il nous faudrait trouver comment les lancer dans l'espace. Une technologie hyper développée serait nécessaire, ainsi qu'une grande quantité de carburant.
nous pourrions créer une flotte entière de navettes spatiales, spécialement conçues pour cette tâche. Imaginez ça, de gigantesques vaisseaux-citernes, remplis de tonnes d'eau soigneusement recueillies, décollant de la surface de la Terre et projetés dans l'espace à une vitesse inimaginable. Plutôt cool comme spectacle, non? Mais une autre solution, sans doute plus efficace, serait de lancer sur un temps plus long un grand nombre de petits vaisseaux, chacun transportant une petite quantité d'eau, jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment sur la planète rouge. Imaginons donc que nous ayons réussi. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Après être arrivé sur Mars, il nous faudrait distribuer toute cette eau aux quatre coins de la planète. Un réseau de tuyaux souterrains serait nécessaire, ou des drones réservoirs envoyés dans différentes directions. Ce n'est là que le début et, comme vous pouvez le voir, les ressources et la logistique requises sont déjà colossales. De plus, une opération de cette ampleur nécessiterait d'immenses efforts coordonnés de la part des scientifiques, des ingénieurs et des agences spatiales. Et n'oublions pas les coûts. Pas étonnant que les scientifiques ne voient pas vraiment cela comme un projet viable. Mais l'échelle de cette opération n'est pas le seul problème. Imaginons que nous ayons tout compris et apporté cette eau de la Terre vers Mars. Et maintenant? Eh bien, croyez-le ou non, ce serait presque complètement inutile. Notre principal défi, ce serait l'atmosphère et le climat actuel de Mars. Mars est un désert sec, avec une atmosphère qui ne représente environ qu'1% de la masse de l'atmosphère terrestre. Du coup, toute cette eau versée à sa surface s'évaporerait très vite. Il serait difficile de créer un environnement stable si tous les lacs s'asséchaient en quelques secondes seulement. Et si l'eau ne s'évaporait pas, alors au contraire, elle se transformerait en glace. La température à la surface de Mars est bien en dessous de zéro. Une atmosphère ténue ne fait qu'aggraver les choses. Un autre défi est le champ magnétique de Mars est très faible, ce qui veut dire qu'elle est peu protégée contre les vents solaires. Les vents solaires sont des flux de particules chargées projetées par le Soleil. Et ils sont plutôt dangereux. Ils pourraient éliminer toute l'eau qu'on aurait déposée sur la planète. De plus, le rayonnement solaire sur Mars est beaucoup plus fort que sur Terre. La tâche de conserver de l'eau liquide serait donc encore plus difficile. Et enfin, n'oublions pas qu'il nous faudrait aussi purifier cette eau afin de la rendre potable. Mais n'abandonnons pas. Si nous restons super optimistes, nous pouvons toujours essayer de résoudre ces problèmes. En gros, nous devons trouver un moyen de conserver de l'eau liquide quelque part pendant longtemps, en nous assurant qu'elle ne gèle ni ne s'évapore. Alors, on fait comment? Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Premièrement, l'isolation. Nous pourrions envelopper tous nos conteneurs dans des matériaux isolants, dans de la mousse par exemple, ou un matériau réfléchissant qui empêcherait l'eau de geler. Deuxièmement, le chauffage. Nous pourrions utiliser des chauffages et autres appareils pour empêcher la congélation, même des couvertures thermiques. Mais cela nécessiterait beaucoup d'énergie, et ce serait très difficile. Troisièmement, des réservoirs souterrains. Nous pourrions creuser de grands trous et les recouvrir d'un matériau transparent qui laisserait passer la lumière du soleil. Ainsi, notre eau resterait bien au chaud. Quatrièmement, la salinité. Ajouter une petite quantité de sel ou d'autres minéraux dissous dans cette eau peut abaisser son point de congélation. Mais il nous faudrait énormément de sel pour les quantités dont nous parlons. Cette méthode n'est pas très efficace. Et enfin, cinquièmement, une serre. Nous pourrions construire une serre ou une autre structure capable de capturer la chaleur pour créer un environnement semblable à celui de la Terre. Cette option est probablement la meilleure. Après tout, une serre nous permettrait également de faire pousser des plantes et d'autres organismes. Hourra, la vie! Bien, admettons que nous avons découvert un moyen de stocker notre eau sur Mars et de la conserver à l'état liquide. Et maintenant, quel impact cela aurait-il sur Mars? En fait, ce serait formidable. Si nous déversions toute cette eau sur Mars, le climat de ce désert rouge en serait radicalement transformé. Tout d'abord, nous pourrions créer ce qu'on appelle un effet de serre. C'est lorsque les gaz dans l'atmosphère d'une planète retiennent la chaleur, provoquant une augmentation de la température globale. Et oui, c'est plutôt mauvais pour la Terre. Mais pour Mars, dont les températures varient entre 21 degrés Celsius et moins 129 degrés Celsius, ce serait génial. Cela pourrait entraîner un épaississement de l'atmosphère et conduire à la fonte des calottes glaciaires. Ne serait-ce pas incroyable? D'un désert stérile,
Mars deviendrait soudain une Terre 2.0. Cela signifie également que l'atmosphère de la planète changerait. Par exemple, les modèles météorologiques. Des nuages se formeraient sur Mars. La pluie commencerait à tomber. Et la pluie, comme nous le savons, fait passer l'eau d'une région à une autre. Ce qui signifie que la végétation serait régulièrement arrosée. Mais tout ça n'est que spéculation. Nous ne pouvons pas être complètement sûrs du type d'impact qu'un transport d'eau sur Mars pourrait avoir sur le climat de la planète. Peut-être que pour créer cet effet de serre, il nous faudrait beaucoup plus d'eau que ce que nous pouvons transporter. Mais si malgré tous ces défis, nous réussissions notre mission et rendions Mars plus chaude et plus humide, la vie y naîtrait-elle? Malheureusement, c'est très improbable. Oui, l'eau est cruciale au développement de la vie, mais ce n'est pas tout ce dont nous avons besoin. La composition du sol martien n'est pas très favorable à la vie. Il est constitué du régolithe, qui est lui-même essentiellement composé de poussière, de sable et d'autres matériaux qui n'ont pas grand-chose à apporter aux plantes et autres organismes. Théoriquement, nous pourrions terraformer Mars. La terraformation est une modification graduelle d'une planète, un lent processus qui lui permet un jour d'abriter la vie. Mais c'est extrêmement complexe, difficile et coûteux. Et au fait, que deviendrait notre Terre dans cette histoire? Nous lui avons volé pas mal d'eau, n'est-ce pas? Du point de vue de la Terre, ce transport d'eau vers Mars nécessiterait une énorme quantité de ressources, de l'énergie, mais aussi différents matériaux. Et la quantité d'eau nécessaire serait littéralement stupéfiante. Une perte aussi importante dans les réserves terriennes aurait un impact significatif sur notre planète, surtout dans les régions où l'eau est déjà rare. Donc, en gros, c'est vraiment une mauvaise idée, peu importe le point de vue. Oui, ça peut sembler intéressant, mais ce n'est pas du tout un projet viable. Cela nécessiterait trop de ressources, trop d'argent, et ça ne vaudrait même pas le coup. C'est pourquoi les scientifiques et les agences spatiales ne prennent pas cette idée au sérieux. En outre, nous avons des objectifs beaucoup plus réalistes et réalisables dans le domaine de l'exploration martienne. Par exemple, nous étudions la géologie, l'atmosphère et la possibilité d'une vie passée ou présente. Nous espérons ainsi trouver des ressources capables de constituer la base de futures explorations humaines. En somme, nous avons encore pas mal de travail avant de pouvoir commencer à envisager sa colonisation. Écoutons donc de près ce que nous disent nos scientifiques. Sur notre bonne vieille planète Terre, l'eau est littéralement partout, non seulement dans les océans et les mers, mais aussi dans l'atmosphère, dans le sol et même dans nos corps. Elle recouvre pas moins de 71% de la surface de la planète. Notre globe aurait tout aussi bien pu s'appeler EU au lieu de Terre. Mais ce que se passerait-il si l'eau et la Terre étaient réparties de manière égale? Si la moitié de la planète était constituée de terre et l'autre moitié d'eau, nous allons voir ça. Tout d'abord, expliquons ce que nous entendons par « de manière égale ». Malgré tout ce que nous avons dit précédemment, il n'y a en fait pas tant d'eau que ça sur notre planète. Et non, si tu en faisais une seule goutte géante, elle serait légèrement plus grande que les États-Unis. Et toute cette eau ne représenterait que 0,02% de la masse totale de la Terre. Il s'avère donc que toutes ces horribles profondeurs océaniques inexplorées ne sont en fait pas grand-chose. Maintenant, imagine que nous modifions la composition de notre planète en nivelant le volume d'eau et de terre. Que se passerait-il alors? Nous aurions alors une planète océan assez effrayante. Cette planète ressemblerait à un océan sans fin. Tu aurais peu de chances d'y trouver ne serait-ce qu'une ou deux petites îles. Et si tu en trouvais, elles seraient probablement au sommet d'énormes montagnes sous-marines. Ce monde serait pratiquement inhabitable. Depuis sa surface, tu ne pourrais pas voir le soleil ou quoi que ce soit d'autre dans le ciel. Tu ne saurais pas quelle heure il est, ni où tu te trouves exactement. Tout cela à cause du brouillard et des nuages incroyablement épais. Ce genre de conditions météorologiques serait permanent sur une telle planète. De plus, tu ne saurais même pas où l'eau commence et où le brouillard se termine, car le taux d'humidité serait extrêmement élevé. Mais pourrait-il y avoir encore de la vie? Peut-être à l'intérieur de l'océan lui-même? Malheureusement, c'est également très peu probable. Tu vois, pour atteindre le fond de cet océan, il te faudrait nager verticalement, non pas pendant plusieurs heures, mais pendant plusieurs jours. Et même après un tel voyage, tu ne verrais pas encore le fond. L'océan ne serait pas sans fond, bien sûr.
mais le plancher serait principalement constitué de glace très dure et impénétrable. Pas le type de glace auquel nous sommes habitués. Cette glace serait différente. Il en existe différents types, appelés glace vie, etc. En général, ces types de glace ne sont pas aussi froids que la glace ordinaire et ne fondent pas même à des températures très élevées. Et il n'y aurait presque pas d'algues ni d'autres plantes. Les poissons n'auraient donc tout simplement rien à manger. C'est pourquoi si la vie apparaissait sur une telle planète, ce serait un miracle. Les animaux devraient résister à une pression de plus de 20 000 atmosphères terrestres. Les monstres les plus terrifiants de la fosse des Mariannes ne seraient rien en comparaison des créatures que tu trouverais sur cette planète océan. Mais est-ce que nous, les humains, pourrions y vivre? Eh bien, théoriquement, oui. Mais ce serait extrêmement difficile. Nous pourrions créer quelque chose comme des stations sous-marines géantes, mais nous aurions encore des milliers de problèmes. Où trouver de la nourriture et d'autres ressources? Comment réparer les choses? Etc. Ce serait donc loin d'être idéal. Nous savons donc maintenant qu'une planète océan n'a rien de très plaisant. Y a-t-il une autre option? Que se passerait-il si la surface de la Terre était composée de 50% d'eau et de 50% de terre? Pour que cela se produise, il faudrait réduire la quantité d'eau actuelle de 71% à environ 50%. Le niveau de la mer baisserait d'environ 3 km, et environ un quart de notre planète deviendrait de la terre ferme. Bien que cela semble peu, les conséquences seraient désastreuses. À l'heure actuelle, la Terre compte 5 océans interconnectés: Atlantique, Indien, Pacifique, Austral et Arctique. Mais si nous abaissions le niveau de la mer, tous ces océans disparaîtraient tout simplement. Ils se transformeraient en réservoirs et en mers fermées et distincts. Et tous les continents fusionneraient en une masse terrestre géante. Ce serait presque comme si on avait échangé la terre et l'eau. Et au début, cela semblerait plutôt cool. Tu pourrais littéralement faire le tour du monde à pied. Cependant, la quantité de terre que tu aurais à parcourir augmenterait également. Chaque continent de la planète s'agrandirait. Tout ce nouveau territoire serait à peu près égal à la superficie actuelle de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique du Nord réunies. Une énorme somme d'espace inutilisé. Mais que trouverait-on sur ces nouveaux territoires? La plupart d'entre eux seraient plutôt plats. Mais là où il y avait autrefois des océans profonds, tu verrais de vastes couloirs et des crevasses abruptes. Autre chose d'assez cool, la plupart des villes englouties remonteraient à la surface. Et non, malheureusement, nous ne trouverions pas l'Atlantide parmi elles. Mais il y aurait encore beaucoup d'autres endroits sympas. Par exemple, l'ancienne ville romaine de Baï, qui, selon les légendes, était à la base un paradis sur Terre avec toutes ses villas et jardins luxueux. Ou Héraclion, la ville qui s'est enfoncée sous la mer il y a des milliers d'années et qui a longtemps été considérée comme un mythe. Alors oui, nous pourrions aller visiter tous ces lieux anciens. Mais bien sûr, tout ne serait pas que plaisir et divertissement dans un tel monde. En raison d'une perte d'eau aussi importante, les courants océaniques seraient perturbés, et cela entraînerait de très graves problèmes climatiques. L'océan absorbe la chaleur émise par le soleil. Grâce au courant, cette chaleur est répartie sur toute la Terre, ce qui crée un climat stable et agréable. Mais si ces courants étaient perturbés, les températures sur Terre deviendraient plus extrêmes. Il ferait beaucoup plus chaud près de l'équateur et encore plus froid autour des pôles nord et sud. Et malheureusement, la glace de l'Antarctique ne nous sauverait pas. Ce serait plutôt le contraire. Les régions autour des pôles nord et sud s'assécheraient complètement, se transformant essentiellement en déserts secs et froids. En plus de la chaleur, l'eau absorbe le dioxyde de carbone présent dans l'air. Et comme les océans ne pourraient plus l'absorber, ce gaz commencerait à s'accumuler dans l'atmosphère. Cet excès toxique recouvrirait toute la planète. Les températures moyennes augmenteraient et le globe entier commencerait à s'assécher lentement. D'immenses feux de forêt se déclencheraient et ainsi de suite. Ça te rappelle quelque chose? Pour aggraver les choses, il n'y aurait rien pour éteindre ces incendies, car évidemment, les pluies ne peuvent pas se former à partir de rien. Alors oui, les niveaux de précipitation chuteraient, ce qui entraînerait de dangereuses sécheresses. Nous aurions un tas de nouveaux déserts sur tous les continents. Malgré tous ces nouveaux territoires, il est peu probable que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, y construire de nouvelles villes et de nouveaux villages. Beaucoup de ces territoires seraient inhabitables, non seulement parce que de nombreuses forêts et plantes disparaîtraient, mais aussi parce que la plupart des animaux migreraient vers des endroits plus agréables.
Par conséquent, nous aurions beaucoup de mal à trouver de la nourriture. Ainsi, toute la vie sur notre planète, les plantes, les animaux et les hommes, devrait s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Ils seraient obligés d'évoluer rapidement et de s'habituer à la pénurie d'eau. Les animaux, par exemple, pourraient voir leur taille diminuer à cause de cela. Beaucoup d'entre eux, en raison du manque d'herbe et d'humidité, passeraient à un régime strictement carnivore. Et bien sûr, nous devrions dire adieu à l'énorme abondance de la vie marine. De nombreux poissons disparaîtraient à jamais. Les humains, très probablement, feraient un grand saut évolutif, en arrière. Non seulement parce que nous perdrions un grand nombre de ressources et que nous nous déplacerions vers de nouveaux territoires, mais aussi parce que nous perdrions l'accès à l'une des sources d'énergie les plus importantes au monde, les centrales hydroélectriques. Sans électricité, de nombreuses usines cesseraient peut-être de fonctionner. Cela provoquerait malheureusement une crise à grande échelle pour toute la population. Ainsi, la proportion actuelle d'eau et de terre est la meilleure formule possible. S'il y avait trop ou trop peu d'eau, les conséquences seraient terribles. C'est pourquoi nous devons à tout prix protéger les conditions actuelles. Et si nous vivions dans un monde où la Lune et le Soleil échangeraient leur place? Oui, je sais à quoi vous pensez. Les conséquences seraient énormes et catastrophiques. Mais voici une perspective intéressante. Et si nous survivions malgré tout? À quoi ressemblerait notre vie dans ce nouveau monde et que se passerait-il dans le système solaire? Nous allons le découvrir. Commençons par la Lune. Saviez-vous que c'est la Lune qui cause les marées sur Terre? Vous savez ce phénomène qui fait que l'océan avance et recule comme s'il jouait à un match de beach volley? On doit cela à la force gravitationnelle de notre satellite. Et grâce à la Lune, la rotation de la Terre reste stable. C'est assez important si on ne veut pas finir comme Uranus, qui tourne sur le côté. Pauvre petit Uranus. En outre, elle nous sert aussi de bouclier, nous protégeant de certains des rayons cosmiques les plus nocifs, des astéroïdes et des débris spatiaux, comme un vrai garde du corps. Et sans notre satellite, nous pourrions même ne pas exister pour profiter du bon temps et faire des blagues. Certains scientifiques pensent que la Lune a joué un rôle crucial dans le développement de la vie sur Terre. Sans son attraction gravitationnelle, notre climat serait incroyablement erratique. Et selon eux, la Lune aurait même redistribué l'eau sur notre planète. Et nous savons tous que l'eau signifie la vie. Quant au Soleil, nous savons tous combien il est important. Il fournit de la lumière, de la chaleur et de l'énergie à toutes les planètes. Mais comme tout bon hôte lors d'une fête, le Soleil peut parfois être un peu trop intense. N'oubliez jamais qu'il s'agit d'une étoile extrêmement puissante et massive avec une température de surface approchant les 5540 degrés Celsius. Si nous n'avions pas notre couche d'ozone, nous brûlerions tous instantanément. La distance entre la Terre et le Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres. Les scientifiques ont pris cette distance et l'ont transformée en une unité de mesure, une unité astronomique ou UA. La distance la plus proche à laquelle la Terre pourrait s'approcher du Soleil sans être complètement détruite est d'environ 0,9 UA. D'un autre côté, si nous nous éloignons trop, plus de 1,2 UA, notre planète se transformerait en boule de neige. Nous avons donc eu beaucoup de chance. À côté de ça, la distance entre la Terre et la Lune est d'environ 0,002 UA, soit 3,602,42 km. C'est vraiment super proche. Maintenant que nous connaissons l'importance du Soleil et de la Lune, et à quel point leur position affecte notre monde, essayons de les échanger. Le résultat ne peut pas être si mauvais. Tout d'abord, imaginons un instant que le Soleil se trouve à la place de la Lune. Vous savez probablement déjà ce qui nous arriverait. La chaleur intense et les radiations du Soleil seraient comme le pire sauna du monde. La température sur Terre augmenterait super vite. Toute forme de vie se transformerait en un instant en un tas de cendres. Mais la destruction ne s'arrêterait pas là. L'atmosphère et les océans seraient emportés par les vents solaires, laissant la planète exposée et vulnérable aux radiations et aux particules provenant du Soleil. Ce serait comme si un énorme sèche-cheveux spatial, à pleine puissance, soufflait d'un coup tout ce qui se trouve sur Terre. Oubliez la fonte des calottes glaciaires. La planète entière ne serait plus qu'une immense flaque. Mais il s'agit là d'une hypothèse fondée sur la science. Quel ennui! Maintenant,
Imaginons que nous survivions d'une manière ou d'une autre, survivre à cette catastrophe. Par exemple, avec l'aide d'une technologie super avancée qui nous empêcherait de finir grillés. Tout d'abord, même si notre planète réussissait à survivre, la situation serait tout de même assez torride, car le Soleil continuerait à émettre beaucoup plus de chaleur et d'énergie que la Lune. Et puis, contrairement à la Lune, qui traverse des périodes d'obscurité, le Soleil dispose d'une source d'énergie constante grâce à la fusion nucléaire. Ainsi, au moins, nous n'aurions pas à nous inquiéter d'avoir froid, mais nous transpirerions abondamment dans notre sommeil. Bien sûr, toute cette chaleur en plus aurait de sérieuses conséquences sur nos écosystèmes. Les plantes et les animaux devraient donc s'adapter pour survivre, et nous verrions des changements majeurs dans la façon dont fonctionne la vie sur Terre. Imaginez la confusion des animaux nocturnes. Sans la Lune, ils n'auraient aucune idée de comment s'orienter et chasser. Alors, que ferions-nous dans ce nouveau monde excessivement chaud? Eh bien, peut-être que nous construirions des serres très sophistiquées qui piégeraient toute cette chaleur. Ou nous utiliserions de grands miroirs et d'autres surfaces réfléchissantes pour réguler la quantité de lumière que recevrait la Terre. Ensuite, nous avons la gravité du Soleil. Nous avons dit plus tôt que la force gravitationnelle de la Lune est exactement ce qu'il faut pour stabiliser l'orbite de la Terre. Du coup, si nous la remplacions par une très grosse étoile, les choses deviendraient assez folles. Nous assisterions à des changements extrêmes dans les saisons, le climat et toutes sortes de choses liées à la météo. Notre vie quotidienne, ce serait un peu comme d'essayer de danser sur un pied pendant un tremblement de terre. La Terre se mettrait à tourner sur elle-même extrêmement vite. Nos journées seraient plus courtes, nos nuits plus longues, et ce serait le chaos pour les horaires de boulot et les anniversaires. Existe-t-il un moyen de corriger cela? Hypothétiquement, nous pourrions utiliser de gigantesques vaisseaux spatiaux ou d'autres technologies pour ajuster artificiellement l'orbite et la rotation de la Terre. Par exemple, en lançant des fusées ou des remorqueurs qui pousseraient lentement notre planète vers une nouvelle orbite plus stable et plus cohérente. Mais ce n'est pas tout. Toute cette gravité affecterait nos marées de manière spectaculaire. Nous aurions des vagues tellement hautes que les surfeurs auraient besoin de bouteilles de plongée pour pratiquer leur sport. Et imaginez-vous en train de piloter un bateau au milieu d'un ouragan tout en faisant du rodéo. La Lune mélange les nutriments dans l'océan et est d'une grande aide à la vie marine. Mais si nous échangions le Soleil et la Lune, ces eaux riches et pleines de vie disparaîtraient très vite. L'océan deviendrait une soupe sans vie, avec rien d'autre que des algues et du plancton pour nous tenir compagnie. Nous serions obligés de nous rabattre sur des sandwichs aux algues et de boire de l'eau traitée pour survivre. Et soyons réalistes, personne ne voudrait d'un monde sans sushi. Alors, que faire? Nous pourrions essayer de créer des marées artificielles ou d'imiter l'attraction gravitationnelle de la Lune sur l'océan. Par exemple, en utilisant des pompes ou d'autres mécanismes qui déplaceraient de grands volumes d'eau et créeraient un effet de marée. Ou nous pourrions essayer d'aider la vie marine à s'adapter au nouvel océan, moins riche en nutriments. Peut-être en développant la pisciculture ou l'aquaculture. Enfin, n'oublions pas le rayonnement. Le Soleil est une véritable usine à radiation. Elle pourrait sérieusement perturber notre santé et nos appareils électroniques. Vous pensez que votre téléphone est fragile? Imaginez ce qu'il deviendrait lors d'une énorme éruption solaire. Nous aurions donc besoin d'une technologie de protection très avancée. Des matériaux capables de résister à des températures plus élevées que le plus fort des piments rouges et des champs magnétiques suffisamment puissants pour dévier les particules chargées. Ah oui, et des tonnes de crème solaire. En bref, si nous remplacions la Lune par le Soleil et que nous réussissions par miracle à éviter la grosse cata, notre monde serait complètement différent de celui que nous connaissons. Mais la Terre ne serait pas seule à ressentir ces effets. Que se passerait-il donc pour le reste du système solaire? D'abord, si le Soleil, avec sa puissante attraction gravitationnelle, prenait la place de la Lune, les orbites des autres planètes se verraient sérieusement chamboulées. Nos voisines seraient projetées dans toutes les directions comme des autotamponneuses. Et elles souffriraient elles aussi de la personnalité ardente du Soleil. Comme nous, il leur faudrait faire face aux radiations et aux particules chargées. Enfin, le champ magnétique du Soleil est incroyablement puissant.
Et s'il prenait la place de la Lune, les autres planètes seraient contraintes de danser à son rythme. Cela provoquerait partout des tempêtes électriques, des aurores et d'autres effets complètement fous. Et qu'arriverait-il à la Lune elle-même? Hélas, son règne au centre de notre système solaire ne durerait pas très longtemps. Il est fort probable qu'elle se mette à orbiter autour du Soleil et soit engloutie par ce dernier, ou qu'elle s'envole tout simplement très loin de chez nous. Alors voilà, notre petite farce cosmique a terriblement mal tourné. Mais c'était fictif. Et nous pouvons être reconnaissants que ce scénario soit physiquement impossible. Continuons donc à profiter de la Lune et du Soleil qui nous donnent la vie à des distances idéales. Désolé, Star Wars, mais des astronomes ont découvert un système stellaire bien plus intéressant. Savais-tu que notre système solaire faisait un peu exception dans la galaxie? En général, les étoiles ne sont pas solitaires. Certaines ont même plusieurs compagnons. Par exemple, les systèmes stellaires binaires sont très courants. Ils sont constitués de 2 étoiles en orbite autour d'un centre de masse commun. Généralement, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Pour un observateur, elles se fondront, probablement l'une dans l'autre, et sembleront ne former qu'une seule étoile. Par exemple, Alpha Centauri A et B forment ensemble un système binaire. Elles font partie des étoiles les plus brillantes de leur constellation et sont les 3e plus lumineuses de tout le ciel nocturne, dépassées seulement par Sirius et Canopus. Si tu les observes, elles te paraîtront n'être qu'une seule étoile. Mais il existe aussi ce que l'on appelle des étoiles doubles. Elles sont si proches l'une de l'autre qu'elles peuvent sembler former un système binaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Tu peux même faire un petit test. Dans la constellation de la Grande Ourse, essaie de chercher Mizar et Alcor. Elles sont un peu difficiles à voir, elles se trouvent sur le bras de la Grande Ourse. Si tu arrives à les distinguer l'une de l'autre, alors tu as une bonne vue. Mais pourquoi se contenter de 2 étoiles quand on peut en avoir plus? Les systèmes triples sont également assez courants, avec 3 étoiles qui orbitent les unes autour des autres dans une délicate danse cosmique. Ces systèmes sont toujours pleins de surprises, car leurs orbites sont très difficiles à prédire. Mais tout cela fait pâle figure en comparaison de notre récente découverte. Il y a quelques années, une équipe de chercheurs a trouvé un système solaire à 5 étoiles. Situé à 250 années-lumière dans la constellation de la Grande Ourse, c'est la mission Super WASP qui l'a déniché. Toutes ces étoiles sont nées du même disque de poussière et de gaz. Et elles sont liées entre elles par une danse gravitationnelle très complexe. Cela ne veut pas dire qu'elles sont toutes très proches les unes des autres. Leur piste de danse est plutôt vaste en réalité. Elles sont séparées par une distance supérieure à celle de l'orbite de Pluton autour du Soleil. En général, ces grands systèmes sont constitués de systèmes plus petits. Par exemple, dans ce cas, il y a 2 étoiles très éloignées. 2 étoiles si proches que l'une d'elles vole pratiquement l'hydrogène de l'autre. Oh, la vilaine. Et une étoile solitaire. Mais elles orbitent toutes autour d'un centre de gravité commun. Avec toutes ces interactions, c'est un miracle qu'elles n'entrent pas en collision. Ce serait la pagaille dans le ciel. Mais la grande complexité de ces systèmes très rares n'est pas surprenante. Et cela soulève une question majeure. Quel type d'environnement unique pourrait exister dans de tels systèmes? À quoi ressemblerait notre vie si nous y vivions? Nous allons voir ça. Imagine un peu. Tu es sur une planète en orbite autour de l'une des étoiles d'un système quintuple. C'est une journée ensoleillée et tu es prêt à aller à la plage. En sortant de ta maison spatiale, tu regardes le ciel et tu vois non pas 1, ni 2, mais 5 soleils qui brillent comme des diamants. 2 d'entre eux sont super proches l'un de l'autre, presque comme s'ils ne faisaient qu'un. Puis tu vois l'autre paire, un peu plus éloigné, chacun avec son propre éclat. Et enfin, l'étoile solitaire dans le coin, qui fait son petit bonhomme de chemin, c'est vraiment impressionnant. Tu te demandes peut-être, mais à quoi ressemblerait le cycle jour-nuit et le cycle des saisons sur une telle planète? Eh bien, ça risque d'être un peu compliqué. En fonction des orbites des étoiles, la planète pourrait connaître des phases de clarté et d'obscurité assez aléatoires. Il pourrait même y faire jour ou nuit constamment, ou durant de très longues périodes. Tout dépend de l'emplacement de la planète. Si nous vivions dans un système binaire, les choses seraient plus faciles. Il y aurait 2 périodes distinctes, de jour et de nuit, car la planète tournerait autour des 2 étoiles. Mais avec 5 étoiles, leur luminosité et leur position changeraient constamment, de sorte que le cycle jour-nuit pourrait devenir extrêmement chaotique. Mais laissez-moi dormir bon sang. D'un autre côté, la vue serait véritablement spectaculaire. Nous assisterions à plusieurs levées et couchers de soleil différents,
chacun d'une luminosité et d'une couleur distincte. Et pour les saisons, ce serait aussi compliqué. Tu dois savoir qu'ici, nous avons 4 saisons en raison de l'inclinaison de l'axe de notre planète par rapport au Soleil. Eh bien, dans un système à 5 étoiles, les choses seraient certainement un peu folles. Comme quand il y a plusieurs chefs dans une cuisine et qu'ils veulent tous préparer un plat différent. Par exemple, quand nous serions proches de l'étoile A, ce serait l'été. Quand nous serions proches de l'étoile B, il ferait plus froid et ce serait l'hiver. Mais si nous nous trouvions quelque part au milieu, ce serait en même temps l'hiver et l'été. Un peu comme quand on cherche à jongler avec plusieurs balles à la fois. Et il s'agit là d'une explication très simplifiée. Il y a aussi des choses comme la trajectoire orbitale de la planète, l'inclinaison de son axe, l'attraction gravitationnelle, etc., etc. En bref, les prévisions météorologiques seraient 10 fois moins fiables dans ces conditions. Et le présentateur météo aurait du pain sur la planche. Et si cela ne suffisait pas, que dirais-tu d'une montagne russe de radiation ? Les vents solaires et la chaleur de toutes ces étoiles pourraient rendre les conditions sur notre planète super difficiles, et même la rendre inhabitable. Par exemple, si tu as la malchance de vivre trop près de la paire d'étoiles binaires, tu auras l'impression d'être constamment coincé dans un micro-ondes. Mais bon, au moins tu n'auras plus besoin d'aller au salon de bronzage. Et si tu es trop loin des étoiles, tu vivras dans un hiver éternel. Et si tu te trouves quelque part entre les deux, imagine que tu vives dans un endroit où tu peux, le même jour, attraper un coup de soleil et avoir des engelures. Et ce n'est que le début. Tu vois, 5 étoiles, ça fait énormément de gravité. C'est comme si tu faisais un câlin de groupe avec des amis très forts et très collants. La force gravitationnelle des étoiles pourrait créer des marées super fortes et même emporter des villes entières. Et ne parlons pas des tremblements de terre. Avec toute cette gravité, le sol sous nos pieds donnerait l'impression de trembler et de bouger en permanence. Le bon côté des choses, c'est que nous aurions toujours une excuse pour être en retard au travail. Désolé patron, j'ai été pris dans une vague de gravité et je me suis retrouvé de l'autre côté de la planète. Vous me croyez, n'est-ce pas ? Comme tu peux le constater, nous adapter à un tel système demanderait beaucoup d'efforts. Évidemment, le défi serait grand pour les agriculteurs. Avec plusieurs étoiles dans le ciel, les plantes devraient s'habituer à recevoir de la lumière sous différents angles et à différentes intensités tout au long de la journée. Il nous faudrait trouver un moyen de protéger nos cultures de l'excès de chaleur et des radiations. Toutefois, le fait de disposer de plusieurs sources d'énergie provenant de toutes ces étoiles serait plutôt génial. Imagine des champs de panneaux solaires absorbant tous ces rayons. Mais peut-être que nous aurions de la chance. Et que nous habiterions sur une planète où la gravité et les changements de température seraient supportables. Un tel environnement serait vraiment idéal. Cela aurait un grand impact sur notre culture, nos arts, notre technologie, etc. Avec une vue aussi unique du cosmos, qui sait tout ce que nous serions capables de faire. Et imagine, nous avons découvert des systèmes encore plus complexes que celui-ci. As-tu entendu parler de Aer Cassiopeiae ? Il s'agit d'un système stellaire septuple, ce qui signifie que SCP étoiles tournent en orbite les unes autour des autres. Tu te dis peut-être, waouh, ça doit être un vrai chaos. Et tu n'as pas tort. Imagine que tu essaies de piloter un vaisseau spatial à travers tous ces champs gravitationnels. Une véritable partie de flipper cosmique. Tout cela nous rappelle l'incroyable diversité de l'univers. Les scientifiques continuent leurs recherches et en apprennent toujours plus sur ces systèmes rares et fascinants. Et qui sait quels autres systèmes stellaires époustouflants existent, attendant d'être découverts? Des systèmes à 10, 15 étoiles, presque autant d'étoiles qu'il y en a à Hollywood. T'as compris? Les étoiles, Hollywood? Ok, d'accord, c'était pas très drôle. T'es-tu déjà demandé pourquoi toutes les planètes étaient parfaitement rondes? Et si ces corps célestes décidaient d'enfreindre toutes les règles et de changer de forme? Aurions-nous des planètes carrées, des lunes triangulaires, voire des formes intergalactiques complètement improbables? Eh bien, découvrons-le. Comment les planètes se forment-elles? L'univers est rempli de nuages tourbillonnants de poussière et de gaz. Ces nuages, appelés nuages moléculaires, sont constitués de divers éléments, tels que l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'oxygène, etc. Ils sont comme une cuisine cosmique, remplie des ingrédients nécessaires à la préparation de nouvelles planètes. La première étape de la recette de formation des planètes s'appelle la théorie de l'accrétion. Supposons qu'il se passe quelque chose qui provoque une instabilité gravitationnelle. Par exemple, qu'une supernova explose à proximité. Cela pousse le gaz et la poussière dans le nuage et les fait se rassembler. En raison de la gravité,
Ces particules commencent à tomber vers un point central. Elles se serrent de plus en plus les unes contre les autres, un peu comme lorsque tu serres une balle dans ton main. Finalement, elles se trouvent pressées si fort que le nuage commence à s'aplatir pour prendre la forme d'un disque. Un peu comme lorsqu'on mélange de la farine et de l'eau pour faire de la pâte à pizza. Ce disque est appelé disque protoplanétaire. Il tourne également parce que les particules du nuage étaient déjà en rotation. Imagine maintenant que ces minuscules particules de poussière et molécules de gaz dansent à l'intérieur du disque. Parfois, elles se heurtent les unes aux autres et dans ce cas, elles s'agglutinent comme du velcro. Ces petits amas de poussière et de gaz sont appelés planétésimaux. Ce sont les éléments constitutifs des planètes. Au fur et à mesure des collisions et des fusions, les planétésimaux deviennent de plus en plus gros et forment des protoplanètes. Ces protoplanètes prennent de l'ampleur et leur gravité devient plus forte. Certaines d'entre elles grossissent tellement qu'elles finissent par devenir les grandes maîtresses de leur voisinage cosmique. Les planètes que nous connaissons et que nous aimons. Chaque planète a sa propre recette de gaz, de roches et parfois même d'eau. Mais pourquoi les planètes s'apparentent-elles à des sphères? Eh bien, c'est à cause de la gravité. Revenons à nos protoplanètes. Imagine que tu comprimes un ballon avec tes mains. L'air à l'intérieur du ballon est repoussé, ce qui crée une pression. Il se passe la même chose avec les planètes. La gravité comprime la matière vers l'intérieur, la tirant vers le centre. Et comme la gravité agit également dans toutes les directions, elle attire la matière de tous les côtés vers le centre de masse, ce qui donne une forme sphérique. Et cette matière repousse à son tour au moyen de la pression, résistant ainsi à la force de gravité. En fin de compte, ils trouvent tous deux un point d'harmonie qui leur permet de s'équilibrer mutuellement. C'est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique, un terme sophistiqué qui signifie que tout est en équilibre à l'intérieur d'une planète. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément qui rend les planètes sphériques est leur rotation. Imagine maintenant une boule de pâte à modeler ou de glaise, et que tu la fasses tourner rapidement. La matière commence à pousser vers l'extérieur, ce qui fait que la pâte à modeler se bombe au niveau de l'équateur et s'aplatit au niveau des pôles. Il en va de même pour les planètes. Lorsqu'elles tournent sur leur axe, la combinaison de la gravité et de la rotation pousse la matière vers l'extérieur, ce qui fait bomber la planète au niveau de l'équateur. Les planètes cherchent tranquillement à redevenir des disques. Cependant, la gravité ne veut pas de ces planètes dégonflées. Elle veut qu'elles soient bien rondes. Elle continue donc à tirer sur la matière en essayant de la rendre aussi compacte que possible. Finalement, la gravité l'emporte et la planète prend une forme sphérique. Prenons quelques exemples dans notre assortiment planétaire. Jupiter, la géante du système solaire, adore montrer son aplatissement. Elle tourne si vite qu'elle devient visiblement comprimée au pôle et potelée au milieu. Un peu comme une toupie avec un joli ventre bombé. Saturne maintenant, la merveille aux anneaux, se joint également à cette fête de l'aplatissement. Elle tourne sur elle-même avec ses magnifiques anneaux, et sa distorsion est encore plus prononcée que celle de Jupiter. Ce exemple montre comment la rotation peut donner aux planètes une forme unique. Elle passe d'une forme parfaitement ronde à un certain renflement autour de la ceinture. C'est comme une poterie cosmique, où le mouvement de rotation crée cette forme si distincte. Tu sais maintenant pourquoi les planètes sont rondes. Mais le plus intéressant, c'est de savoir ce qui se passerait si elles ne l'étaient pas. Et si elles étaient, disons, cubiques, ou même triangulaires. Voyons voir ça. Une planète en forme de cube ou de triangle verrait sa masse répartie d'une manière totalement différente de celle d'une sphère. Et tu sais ce que cela signifie? La gravité en serait également bouleversée. Sur une planète sphérique, la gravité attire tout vers le centre parce que la masse est uniformément répartie autour de celui-ci. Mais lorsque nous introduisons une planète en forme de cube ou de triangle, les choses deviennent intéressantes. Si tu te tenais au centre de l'une de ces faces, tu ressentirais la gravité la plus forte qui soit sur cette planète. C'est parce que les faces seraient les plus proches du centre de gravité. Et lorsque tu t'éloignerais du centre pour t'approcher des bords, la gravité commencerait à te jouer des tours. Tu ressentirais une lutte contre cette attraction à angle aigu. En marchant sur ces bords, tu aurais l'impression de gravir une montagne ou de marcher sur une pente très raide. Tout cela parce que la gravité souhaite te voir rester au centre d'un des côtés et nulle part ailleurs. Imagine maintenant le terrain sur les bords et dans les coins. C'est un paysage aride, rocailleux et sec. Pourquoi? Parce que toute l'eau s'accumulerait au centre de chaque face, laissant les arêtes à sec. Et la qualité de l'air? Elle est soit inexistante, soit si fine qu'elle ne permet absolument pas la vie. Ce n'est pas l'endroit le plus confortable où élire domicile, ça, c'est certain.
N'oublie pas non plus tes vêtements chauds, ton sandwich et tes chaussures de randonnée. Tu en auras besoin à cause du climat démentiel qui y règne. Le type de climat que tu rencontrerais sur notre Terre en forme de cube ou de triangle dépend de la façon dont elle tourne. Si elle tourne sur ses angles, chaque côté jouit d'un climat doux et tempéré. En revanche, si elle tourne sur un axe passant par deux de ses faces, les choses se corsent. Imagine une version en montagne russe de notre climat actuel. Certaines faces présenteraient des paysages polaires, glacés et froids, les faces supérieures et inférieures du cube, ou la face inférieure du triangle. Les autres faces seraient complètement différentes. Dans un cube, elle serait brûlante, avec un climat équatorial qui te ferait suer à grosses gouttes. Au lieu de voir la lumière du soleil se courber doucement le long de la surface, elle se dirigerait directement sur ses côtés. C'est ce qu'on appelle rôtir à petit feu. Sur une planète triangulaire, la lumière du soleil frapperait les faces en biais. Cette lumière solaire inclinée créerait de fascinantes variations de température sur la planète. Imagine ceci. En allant de la base du triangle vers la pointe, les températures diminueraient progressivement. La base, où la lumière du soleil frappe le plus directement, serait la région la plus chaude, tout comme le climat équatorial que nous connaissons sur notre Terre sphérique. Mais à mesure que l'on s'aventurerait vers la pointe, l'angle de la lumière solaire s'avérerait moins direct, ce qui entraînerait des températures plus froides. Mais la base est toujours sombre et froide elle-même, car la lumière du soleil ne l'atteint pas directement. Le triangle présenterait donc des changements de température et de zones climatiques complètement insensés. D'ailleurs, tu connais cette couverture d'air douillette que l'on appelle l'atmosphère. Sur notre Terre angulaire, les choses seraient un peu plus compliquées. La gravité s'exercerait plus fortement à partir du centre de chaque face. Résultat, l'atmosphère connaîtrait des changements radicaux. Imagine un peu, au centre de chaque face, là où la gravité est la plus forte, l'atmosphère se rassemblerait et s'épaissirait. Elle s'apparenterait à une mégalopole gazeuse, pleine de molécules d'air. Mais au fur et à mesure que l'on s'aventurerait vers les bords, les choses commenceraient à se raréfier. L'air deviendrait beaucoup moins dense et par là même plus rare. Ainsi, respirer le long des arêtes serait un véritable défi. Et ces bords seraient un environnement extrêmement difficile au développement de la vie. De plus, une atmosphère plus fine signifie moins de protection contre les radiations et les vents solaires. Les coins et les bords seraient donc extrêmement dangereux pour les humains. Bien sûr, tout ceci n'est qu'une exploration ludique de ce qui pourrait être. Notre Terre aime sa forme sphérique et c'est une très bonne chose. Mais il n'y a aucun mal à s'imaginer des possibilités merveilleuses et improbables. Alors, ne bridons pas notre imagination et continuons à nous émerveiller devant les curiosités de notre planète adorée, quelle que soit sa forme.